Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Lardou, responsable de l'animation de l'observation à la Fédération des acteurs de la solidarité. Bienvenue à l'atelier sur l'importance de mieux connaître les publics, une meilleure évaluation des besoins pour une meilleure prise en charge. Et comme vous avez pu le constater, dans le cadre de cette semaine nationale SIAO, nous organisons des ateliers. Cet atelier aura une durée de 1h30. Il sera organisé en 3 parties. Dans un premier temps, les interventions de nos 3 témoins, suivies ensuite d'un temps d'échange et de débat. Seules les personnes qui se sont inscrites comme contributeurs apparaissent à l'écran et tous les participants ont la possibilité de poser des questions, mettre des remarques dans le chat et surtout, nous vous remercions de bien préciser que c'est un envoi pour un message à tous les panélistes et les participants. Et on terminera par un petit temps de synthèse de 10 minutes à la fin de la journée. Les intervenantes par ordre d'intervention sont Valérie Puvillon, qui est directrice du SIAO et des actions transversales à Interlogement 93, Marine Guichard, chef de projet AHI, l'observation CRPA à la FAS Bourgogne-Franche-Comté, et Christelle Sirbeau, chargée de mission SIAO 115 de Côte d'Or, qui feront une présentation toutes les deux, et moi-même. Cet atelier sera animé par Valérie, à qui je vais laisser la parole tout de suite pour son intervention sur la présentation des résultats de l'enquête ANSA sur la thématique spécifique de l'observation sociale et qui nous présentera aussi le fonctionnement à Interlogement. Valérie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Carole. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Puvillan, je suis directrice opérationnelle du SIAO de la Seine-Saint-Denis et j'interviens ici aujourd'hui plus spécifiquement parce qu'il y a encore peu, j'étais responsable du pôle observation sociale, système d'information et action transversale de ce même SIAO. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement les résultats d'une enquête qui a été réalisée par l'ANSA, l'Agence nouvelle des solidarités actives, en collaboration avec la DGCS en 2019 et 2020. Cette enquête, elle avait un double objectif. D'abord, celui de réaliser un état des lieux de l'organisation, de la gouvernance et du fonctionnement des SIAO à l'échelle de la France entière. Et ensuite, celui de contribuer à alimenter la feuille de route des SIAO qui doit s'inscrire dans l'acte 2 de la politique du logement d'abord et donc qui sera pilotée au niveau central par la DIAL, désormais on imagine. Donc pourquoi s'intéresser dans le cadre de cette enquête à l'observation sociale Parce qu'il faut noter que la mission d'observation sociale, elle figure dès la première circulaire fondatrice des SIAO, donc celle du 8 avril 2010. Et elle est ensuite renforcée par la loi Allure en 2014 et elle attribue au SIAO la mission, je cite, de produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Donc, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que tous les SIAO de France y ont répondu, donc elle pose un regard assez large sur les problématiques. Ce que l'enquête révèle au sujet de l'observation sociale, donc au niveau des ressources humaines déployées au service de l'observation sociale, donc, elle indique que cette mission, elle est assurée par différents types de professionnels, donc qui peuvent être des chargés d'études, des référents systèmes d'information, des travailleurs sociaux en charge des statistiques, des personnes en charge de la coordination du SIAO ou encore des personnes mises à disposition de la part des DDCS. Elle indique qu'il y a un référent spécialisé dans le domaine de l'observation sociale pour 22 SIAO en France, donc à peu près un cinquième. Elle indique aussi que globalement, la fonction mobilise entre 0,5 et 2 ETP et qu'il y a un pôle observation dans 16 SIAO. Une question était posée sur la production et l'analyse de données, notamment portant sur l'offre et la demande. Et l'enquête indique également que la plupart des SIAO réalisent donc une analyse de ces données-là, donc 93%, hein, donc quasiment l'intégralité. 50 SIAO le font à une fréquence annuelle, 33 le font, donc un tiers à une fréquence mensuelle et 15 à une fréquence semestrielle. Au sujet du format de diffusion de ces données, 93 SIAO, donc encore une fois quasiment la majorité, déclarent réaliser un rapport d'activité annuel. 92 SIAO produisent des données pour les DDCS en fonction des besoins. 75 le font dans le cadre de leur participation au diagnostic de PDA et LHPD et 57 dans le cadre de la réalisation du diagnostic à 360 degrés. Donc, au sujet des difficultés qui sont particulièrement rencontrées par les SIAO dans la réalisation de leur mission d'observation sociale, un tiers des SIAO déclarent un manque de moyens humains et un besoin de compétences spécifiques sur la question de l'observation sociale. Et un cinquième des SIAO déclare un manque d'outils et des difficultés dans l'utilisation du SI-SIAO.
Donc, on voit bien que la mission d'observation sociale est déployée de manière relativement variable à l'échelle du territoire, mais que des moyens sont quand même mis en œuvre. Et on vous propose aujourd'hui d'illustrer la mise en œuvre de ces moyens avec l'exemple d'abord de la Seine-Saint-Denis pour commencer, puis on ira ensuite voir ce qui se passe à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc un petit préalable avant de commencer à vous expliquer ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. On a pris un petit peu le parti, nous, tout au long de cet atelier, de ne pas trop nous étendre sur les problématiques rencontrées dans l'utilisation du SI-SIAO. On va en parler évidemment, on va parler du SI-SIAO, mais on ne va pas trop s'étendre sur les problématiques rencontrées. On a fait le choix parce qu'il existe déjà des instances dans lesquelles le sujet est traité. Et donc, on vous propose aujourd'hui justement de respirer un peu par rapport à ces problématiques, de prendre un petit peu de hauteur et voilà, et d'essayer de voir un peu plus loin, même si on sait combien ces problématiques sont pénibles. Donc, je reviens à l'observation sociale au SIAO de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est une mission qui est intégrée à un pôle qui s'appelle le pôle OSIAD, donc Observation sociale, système d'information et action transversale. Et il regroupe d'autres types de missions. Donc, d'abord, le déploiement des SI, donc des outils et du SI-SIAO. Donc, ça, c'est 3 personnes qui sont dédiées sur cette mission-là. On a la coordination des acteurs de la veille sociale qui est dans ce pôle. On a la santé qui est dans ce pôle et donc qui réunit une coordinatrice et des chargés de mission parcours de soins complexes qui sont des infirmières qui vont sur le terrain. Et on a sur l'observation, du coup, on bénéficie aujourd'hui d'une ressource qui est intégralement dédiée. C'est un chargé de mission qui est d'ailleurs dans la salle. Je le salue. Bonjour Nicolas. Ensuite, les grandes missions qu'on réalise au titre de l'observation sociale, ce sont les suivantes. Donc, on produit des indicateurs d'activité pour les différents services du SIAO. Ces indicateurs, ils sont ensuite analysés et traduits dans des documents périodiques. Donc, avant la crise Covid, les indicateurs étaient présentés trimestriellement dans les équipes pour recueillir leur point de vue et leur analyse, et ça permettait de produire des supports trimestriels de communication qui sont pour le moment restés internes, mais qui ont vocation à être partagés avec l'externe aussi. Donc, on espère rapidement pouvoir reprendre ces temps d'échange qui étaient très enrichissants pour notre chargé de mission et qui pouvaient aussi nourrir les remontées de terrain et qui permettaient vraiment aux équipes de se sentir impliquées dans l'analyse des données. Donc, on a aussi une autre grande mission, c'est la production d'enquêtes et d'analyses sur des populations spécifiques. Par exemple, on réalise tous les semestres une enquête sur le non-recours au 115 des personnes accueillies en accueil de jour. Et enfin, on réalise aussi des diagnostics auprès de nos partenaires pour déterminer leurs besoins. Donc, je donne 2 exemples. On a réalisé récemment un diagnostic sur le rôle du SIAO attendu par les structures d'hébergement sur la thématique de la santé. Et on a fait un petit peu le même exercice sur le rôle du SIAO attendu par les partenaires sur la thématique de la coordination des acteurs de la veille sociale. Ces diagnostics, on les a menés pour avoir une idée un peu claire de ce qui était attendu par nos partenaires et pour pouvoir y adapter notre offre de service, entre guillemets. On a une nouveauté qu'on va essayer de développer en 2021, enfin dans les mois qui viennent. On va mettre en place, on va proposer aux différents services du SIAO un formulaire qui leur permettra de nous soumettre des thématiques d'enquête ou d'études. Ces propositions, elles seront ensuite sélectionnées et hiérarchisées par vote de toute l'équipe du SIAO, ou en tout cas une partie. Et on espère que ce sera pour nous une manière de les impliquer dans nos démarches d'analyse et d'études, parce que ce n'est pas toujours facile, même s'il y a un intérêt, c'est difficile de le matérialiser. Donc, pour toutes les analyses de données qu'on peut réaliser, le problème qu'on rencontre, il est souvent le même et je pense que c'est une problématique que vous partagez certainement aussi. Donc, la fiabilité des informations qui sont sanctionnées dans les outils sources et notamment le SI-SIAO. Depuis 2019, au SIAO 93, nous, on a mis en place un module de pré-traitement automatisé des demandes qui vient vérifier si les demandes sont bien complètes. Donc, on a travaillé sur une grille qui identifie une trentaine d'items qu'on juge essentiels au traitement des demandes. Et si ces items ne sont pas renseignés ou pas complétés, la demande est renvoyée au prescripteur via le SI-SIAO en dossier à compléter. Ce module de pré-traitement, il vient également vérifier si les informations sanctionnées sont cohérentes. Et par exemple, il va vérifier si on indique un emploi, est-ce qu'il y a des ressources, etc. Donc, idem, s'il y a des incohérences, la demande est renvoyée au prescripteur. Je vous parle de ça parce que ce travail nous a permis de passer de 60% de demandes reçues incomplètes ou incohérentes en 2019 à 20% en 2021. Donc ça, c'est vraiment un outil qui nous a permis de renforcer la bonne complétude du SI-SIAO et donc d'avoir une base de données assez intéressante pour l'observation sociale. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue observation du coup. Par ailleurs, on développe actuellement des outils automatiques, de traitement automatique des données qui viennent détailler l'activité de certains types d'activités. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns en partageant mon écran. Hop. Donc,
Alors, j'espère que le partage d'écran fonctionne. Là, je vous montre un outil qui est un outil qu'on utilise de manière quotidienne pour envoyer des données sur l'activité du 115 à notre drill, donc l'équivalent des DCS. Donc là, je vous explique le principe parce que ce qu'on vous proposera ensuite, nous, c'est que ces outils, on les met à disposition. Donc, je vous explique très rapidement le principe parce que le temps est un peu compté, mais le principe, c'est qu'on fait des exports sur notre outil de téléphonie et sur le SI, SIAO, qu'on vient mettre les exports sur cet outil Excel et qu'automatiquement, en 3 clics à peu près, on a une analyse de données qui peut être assez intéressante. Hop, voilà, pardon. Donc, on a les appels reçus, les appels traités, etc., les demandes de mise à l'abri, les primo-demandeurs, les demandes pourvues. On a toute une série de données sur l'activité des équipes mobiles d'aide. On peut retrouver des graphiques qui nous permettent, avec une modularité par mois, donc janvier, février, mars, de voir les variations qu'on a dans les appels reçus, les appels traités, etc. On a, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais on a toute une série de données qui sont détaillées, des détails sur les demandes non pourvues, des détails sur les prestations, etc. Donc, j'arrête ce partage-là. Je vous propose rapidement un autre document qui est celui-là qui porte sur le reporting d'activités des équipes mobiles d'aide. Donc, c'est le même principe. On va donc insérer un export du SI-SIAO. Et puis ensuite, là, c'est exactement le même principe. Donc, on a les compositions familiales, les demandes, le type de demande qui est enregistré, etc. Et donc là, on va choisir nos équipes mobiles d'aide. Et du coup, on va avoir, par exemple, donc des données qui vont être globales sur toutes les équipes mobiles d'aide avec des petits graphiques qui vont directement se mettre en place pour montrer un peu, qui vont donner à voir rapidement ce que donne l'activité. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ces outils. On a d'autres qui sont en cours de développement et en fait, pour nous vraiment, l'intérêt de développer ces outils, c'est de pouvoir dégager du temps pour vraiment réaliser de l'observation sociale, de l'analyse et donc vraiment dégager du temps à notre chargé de mission d'observation sociale, vraiment de lui permettre de passer un peu moins de temps à bricoler des outils. Après, je précise évidemment, nous, j'ai présenté brièvement l'équipe, on est très bien dotés en Seine-Saint-Denis et ce qui nous permet de faire tout ça aussi, c'est qu'on a accueilli depuis 1 an une personne qui a vraiment des compétences techniques très développées et donc on perd un peu de temps finalement au moment du développement de ces outils, mais on en gagne ensuite énormément quand il s'agit d'analyser les données et de venir suivre l'activité de manière périodique et régulière. Donc voilà. Après, voilà, je vous ai un peu présenté ces outils pour vous dire aussi que je ne connais pas encore les modalités, on en reparlera certainement plus tard, mais nous, ces outils, on les met à disposition gratuitement de tous les SIAO. A priori, c'est quelque chose qui est transposable assez facilement puisque ça demande une utilisation de Excel et la possibilité de faire des exports sur le SI-SIAO quand ils seront peut-être un peu plus opérationnels, effectivement. Donc, on rediscutera des modalités de transfert de ces outils sans aucun problème. Enfin, il y a une activité qui nous occupe de plus en plus aussi au SIAO de la Seine-Saint-Denis sur la question de l'observation sociale, c'est la participation à l'OFPRU, donc l'Observatoire francilien des personnes à la rue et hébergées. Il est piloté par notre drill région et par la FAS Île-de-France. Et donc, c'est un observatoire qui réunit tous les SIAO de la région. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que d'autres intervenants de cet atelier vont venir davantage développer cet aspect. Et donc, je vous remercie de votre attention. On pourra échanger sur tout ce qui a été dit après les interventions. Et je laisse la parole à Marine Guichard, chef de projet AHIL Observation à la FAS Bourgogne-Franche-Comté, et à Christelle Sirbeau, chargée de mission au SIAO 115 Côte d'Or. Merci. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Avec Christelle, on est ravis de pouvoir intervenir à cet atelier pour pouvoir vous faire un retour d'expérience sur une dynamique régionale d'observation sociale, vous montrer finalement un peu les coulisses de la production d'un baromètre 115 SIAO, en l'occurrence celui de Bourgogne-Franche-Comté qu'on a réalisé en 2019, donc portant sur le premier semestre 2019. Carole devrait vous mettre le lien vers ce baromètre dans le chat au fil de notre intervention. Et puis, on fera quelques focus sur des parties précises du baromètre afin d'illustrer nos propos. Alors, peut-être rappeler le contexte général de ce travail. En fait, c'est un projet qui était soutenu par la Direction régionale de la cohésion sociale, donc qui a dédié un financement en fait à la coordination régionale des SIAO.
L'idée, c'était d'aller au-delà d'une co-animation des conférences régionales des SIAO face BFC, Direction régionale de la cohésion sociale, en finançant un appui méthodologique et d'ingénierie pour assurer la coordination d'un projet régional d'observation sociale, avec donc l'objectif d'aboutir à la publication d'un baromètre 115 SIAO pour 2019. Donc, l'ensemble des SIAO 115 de la région ont été impliqués dans le projet, soit 8 SIAO 115. Et c'est un projet qui aussi s'inscrit pleinement dans la stratégie régionale de notre fédération, portée par nos administrateurs et administratrices, et notamment notre président Gilles Pierre, que certains connaissent, très attaché à la production d'une observation sociale critique sur notre secteur et sur les besoins des personnes sans domicile, qui est pour nous la seule à pouvoir nous faire progresser. Alors, tout d'abord, dans cette démarche, il nous a fallu partager des principes clés. Donc, pour nous, l'enjeu, c'était de pouvoir amener les SIAO 115 à partager des principes conducteurs de la démarche. L'objectif général, c'était de rendre visibles les invisibles, et ça se traduisait par plusieurs enjeux. Le premier, tout d'abord, sensibiliser l'opinion publique, en partant de l'idée que finalement, c'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres, avec voilà, tous les stéréotypes qu'on peut connaître dans le sens commun sur les personnes sans domicile. Donc, l'un des premiers enjeux, c'était de pouvoir faire connaître notre secteur, HIL, hébergement, logement, notre activité, pouvoir sensibiliser le plus grand nombre sur les situations de sans-abrisme et de précarité. C'était aussi pour nous s'ouvrir sur la société civile, sortir le nez du guidon, rendre visible notre activité et de fait les personnes à qui elle s'adresse. Donc, pour nous, le premier enjeu, c'était qu'il fallait que la rédaction du baromètre ne soit pas trop jargonnante et qu'un travail soit fait pour qu'une personne extérieure au secteur puisse comprendre le message. Ce qui nous a aussi contraints dans finalement la finesse jusqu'à laquelle on aurait pu aller. Voilà, mais bon, c'était un choix. Le deuxième enjeu, c'était de pouvoir identifier et mettre en avant les besoins, ce qui est l'objectif principal en fait de la mission d'observation sociale des SIAO 115. Et c'est vraiment l'idée du savoir comme pouvoir d'action, avec l'idée de connaître les besoins du territoire pour finalement ajuster l'offre et pouvoir fournir un appui au service déconcentré de l'État concernant la mise en œuvre des politiques publiques et l'affectation des moyens. Sachant qu'on savait d'ores et déjà très bien qu'on aurait comme biais le non-recours, phénomène qui, par définition, était hors champ du baromètre. C'est pourquoi l'idée, c'était par la suite de poursuivre ce travail par la réalisation d'une étude comparative sur le non-recours en Bourgogne-Franche-Comté, étude qui est en cours à l'heure actuelle. L'autre enjeu qu'on a partagé, c'était de pouvoir, entre guillemets, réhumaniser l'observation sociale. Alors, c'est un petit peu provoque, c'est-à-dire qu'il nous a fallu nous mettre d'accord sur ce qu'on entendait finalement par observation sociale. Et en fait, on s'est rendu compte que pour beaucoup de SIAO, la majeure partie de cette mission se résumait par l'envoi de statistiques d'activité en réponse à des commandes statistiques de leur DDCS ou à un niveau plus central de la part de la DGCS. C'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de temps au SIAO 115 et qui est essentiel pour les services de l'État dans le cadre de leur suivi, évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. Mais ce que nous avons proposé au SIAO 115, c'était ici de raisonner en termes de personnes et non en termes d'offres-demandes. Du coup, ça suppose un positionnement qui est totalement différent. Et en fait, on a posé le principe que le baromètre, il ne visait pas à mesurer l'activité des SIAO, mais bien à approfondir la connaissance des besoins des personnes sans logement ou mal logées. Et puis enfin, le dernier enjeu qu'on a partagé, c'était de pouvoir développer une vision territoriale et donc stratégique, de travailler sur l'observation des besoins à une échelle départementale, régionale. Finalement, c'est un support pour réfléchir sur l'adéquation de l'offre et de la demande, sur la coordination des dispositifs pour une meilleure réponse aux besoins et une continuité de l'accueil.
Et cette vision stratégique, elle est aussi permise par le changement d'échelle que suppose le fait de travailler sur une période semestrielle, puisque le baromètre portait sur le premier semestre 2019, ce qui est une démarche tout à fait différente de celle qui consiste à transmettre des stats journalières ou hebdomadaires, par exemple. Voilà pour le contexte général. En ce qui concerne la méthodologie, donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des coulisses. En fait, on a travaillé sur la base d'extraction réalisée par les SIAO 115. Donc, on a travaillé sur des commandes d'extraction communes. Alors, je vais faire comme Valérie. Voilà, je vais essayer de vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient ces commandes d'extraction. Alors, hop. Donc là, par exemple, on est sur une commande d'extraction du volet insertion, mais on a fait également cette commande d'extraction sur le volet 115. Voilà. Donc, c'était tout simplement en fait un support Excel pour nous, sachant que, l'idée c'était vraiment d'avoir une méthode identique, sachant que certains SIAO n'avaient encore jamais réalisé des extractions sur le SI SIAO. Donc, c'était aussi un outil qui a pu leur servir par la suite. On a fait des tests en direct sur le logiciel durant les comités techniques pour observer les conséquences de la sélection d'une certaine variable plutôt qu'une autre et essayer de comprendre les résultats. Donc, on a vraiment commencé par un travail d'exploration du logiciel. Donc, bonjour à tous. Moi, je me permets du coup d'intervenir avec Marine un peu pour parler de cette expérience, de ce partage d'expérience avec l'ensemble des SIAO pour ce projet de baromètre. Et c'est vrai qu'on avait déjà réalisé auparavant des baromètres pour la région Bourgogne. Et quand on s'est lancé sur ce nouveau projet, on est passé de 4 à 8. Et ça a demandé un peu de retravailler, de réfléchir à nouveau tous ensemble, plus nombreux, sur la base de données qu'on allait utiliser. Et ce qui a été assez intéressant, c'est effectivement, on a pu quand même se dire que pour une fois, on utilisait un logiciel commun, même si ce n'est pas toujours évident avec le logiciel, mais au moins, on avait une base de données qui était commune. Et ça nous a permis de faire ce travail dont parlait Marine en comité technique, d'aller regarder ensemble ce qu'on allait exploiter et de savoir exactement ce dont on parlait entre demande, personnes, ménages, et d'arriver un petit peu à délimiter un champ et de savoir exactement ce qu'on allait étudier. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, on a produit 2 bases de données, une sur l'urgence et une sur l'insertion, et on a travaillé sur des données brutes anonymisées. Par contre, on a dû tout de même travailler sur des fichiers Excel pour les places qui étaient extrêmement diversement renseignées dans le logiciel. Donc, on était sur une même structure de base, mais il y a quand même des données qui n'étaient pas forcément renseignées dans le logiciel. Donc, ça nous a demandé quand même de travailler à côté sur d'autres données Excel. Aujourd'hui, avec la DRGSCS, on a travaillé quand même un codage commun des places et on espère que ça peut améliorer l'extraction des données. Le point négatif, c'est que ça fait perdre des fois du temps à la saisie parce que du coup, en fait, on essaye d'harmoniser entre les 8 départements la façon dont on va coder nos structures. Mais alors du coup, ça ne permet plus de renseigner ses besoins, la base selon ses propres besoins. Mais le point positif, c'est que ça permet de produire une observation régionale ensemble, harmonisée. Voilà. Après, au niveau du traitement des bases, donc il a été réalisé par la fédération. Ça a supposé de faire un gros travail de nettoyage des bases, d'être en lien téléphonique avec les SIAO pour comprendre les résultats au vu des pratiques de saisie et puis d'harmoniser tout cela. Et en fait, l'appui réalisé par la fédération a vraiment permis de faire en sorte que tout ce travail fastidieux ne pèse pas finalement sur le quotidien déjà très chargé des SIAO 115 pour ce baromètre régional en tout cas, d'où l'intérêt du financement de la dynamique régionale. Voilà, ça c'est clair.
Donc, la fédération a réalisé les statistiques voilà, à l'aide de tri simples et tri croisés, hein, vraiment des statistiques très, très basiques, avec quelques tests statistiques permettant de vérifier si les résultats étaient statistiquement significatifs, voilà, test Bucky 2, etc. Ce qui suppose quand même quelques compétences en statistique que certains SIAO avaient, mais d'autres non. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir avoir ce soutien technique pour la production du baromètre, déjà en termes de temps et de compétences. C'est vrai qu'on peut être des fois un petit peu refroidi en se disant on n'a pas le temps, je ne sais pas exactement comment je vais faire, etc. Là, en fait, ça a pu, le fait d'être appuyé par la FAS à ce moment-là, ça nous a permis de nous lancer beaucoup plus facilement dans la dynamique, de pouvoir répondre, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a certains SIAO qui vont disposer d'un temps dédié à l'observation sociale avec des gens qui ont plus des compétences sur l'observation, ce qui n'est pas le cas de tous les SIAO, c'est assez inégal d'un département à l'autre. Et donc, c'est vrai que cet appui technique a été très important. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait arriver à se dire que ce temps dédié à l'observation, ce soit une mission à part entière pour tous les SIAO et d'avoir dans chaque SIAO les compétences nécessaires pour y arriver. Ça a permis aussi de réfléchir, parce que des fois, on est un petit peu perdu sur la façon dont on va traiter les données. Je sais que sur les premiers baromètres qu'on faisait, on se perdait un petit peu sur le traitement entre demande, ménage, personne. Donc là, on s'est décidé qu'on traitait les entrées par personne. Combien j'ai de personnes différentes qui sollicitent le 115 sur une période donnée? Alors, auparavant, sur d'anciens logiciels, bon, ce n'est pas le débat, mais notamment sur Progidis, on arrivait à faire une extraction directe. Là, on a décidé de raisonner en personne, mais ça a demandé un nettoyage de la base. Et heureusement que du coup, on avait l'appui de la FAS pour le faire, notamment en termes de temps et même de compétences, quoi. Mais l'intérêt de travailler en termes de personnes, ça a eu l'avantage de sortir des difficultés de comparaison qui sont des fois un petit peu difficiles d'un département à l'autre, parce qu'on commence à se dire moi j'ai tant d'activités, toi moins, toi plus, etc. C'est un peu difficile. Là, on a plus objectivé sur la question des personnes. Alors, c'est quoi la file active? On en a combien sur cette période? C'est quoi le profil, etc. Donc, on était plus sur une analyse des besoins et sortir un peu de la question de l'activité et du coup de l'échelle de chacun de nos SIAO, quoi, finalement. Si on réfléchit en termes de personnes différentes, ça permet de se poser d'autres questions, plus sur le type de difficultés qu'on peut, enfin sur les besoins, sur des choses comme ça, et de dépasser la question de l'activité et de comparer l'activité, en fait, quoi. Donc, l'enjeu, c'est aussi de trouver les bons indicateurs de comparaison, mais ça nous a permis de le faire dans nos comités techniques en décidant ce qui peut être intéressant à traiter ou pas. Après, ce qui est aussi important en termes de méthodo, c'est qu'on a réalisé une analyse partagée des résultats avec les SIAO 115. Ça a été très, très important, justement, pour pouvoir éclairer les résultats statistiques à la lumière de leur connaissance des réalités de leur territoire et des dispositifs, avec un éventuel temps de retravail des données lorsque les résultats n'apparaissaient pas cohérents pour en rechercher les raisons. Et donc, c'est vrai que sortir un résultat sans travailler les commentaires, c'est pas intéressant. Donc, c'était aussi bien de se réunir ensuite pour commenter un petit peu tout ça et puis comprendre les difficultés de chacun, parce qu'on est dans une dynamique régionale et puis on s'aperçoit que certains départements vont avoir plus de difficultés sur le public isolé, d'autres plus de difficultés sur le public mineur, on avait des difficultés sur des MNA, des difficultés sur des familles, certains départements n'ont pas les places pour héberger correctement. Enfin, ça nous a permis en fait du coup de faire certains focus en fonction de nos départements sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer, qui sont finalement particulières à chacun. Ensuite, on a réalisé une présentation intermédiaire des résultats en conférence régionale des SIAO. Dans certaines régions, ça s'appelle Club des SIAO. Nous, c'est Conférence régionale des SIAO, donc en présence des DCSPP, pour bénéficier également de leur connaissance du territoire et surtout pour repérer les points à enjeu. Et puis enfin, on est passé à l'étape de la rédaction du baromètre qui a été prise en charge par la fédération avec des points de concertation avec la direction régionale de la cohésion sociale qui finançait le projet. Voilà pour les points de méthode, voilà pour le contexte. Maintenant, on souhaitait partager avec vous les principaux points de discussion, vraiment de réflexion qu'on a eu tous ensemble à travers ce projet.
En fait, pour la réalisation du baromètre, on a décidé de retenir les variables qui permettaient de produire des indicateurs permettant d'aiguiller les deux grandes politiques publiques actuelles, que sont le logement d'abord et la stratégie pauvreté. Donc, par exemple, la stratégie pauvreté, elle contient un volet relatif à l'adaptation du parc d'hébergement à destination des familles. Donc, on a souhaité porter notre attention sur les demandes non pourvues pour motif absence de place adaptée à la composition du ménage concernant la famille. Là, on a vu qu'un département était plus touché que les autres par le phénomène, par exemple. Donc ça, c'est intéressant pour le pilotage des politiques publiques. On s'est également intéressé aux familles monoparentales qui font partie des publics cibles de la stratégie pauvreté. Et là, on a observé que les parents isolés étaient surreprésentés parmi les demandes non pourvues. On a également fait un focus sur les jeunes 18-25 ans qui était plutôt intéressant pour nourrir cette politique publique. Donc, je vous laisserai regarder dans le baromètre les parties, en tout cas qui correspondent par rapport à ces publics-là. Concernant la politique publique du logement d'abord, on a eu en revanche un peu plus de mal à produire des indicateurs en raison du fait que le renseignement des items du logiciel ne permettait pas toujours de répondre à nos questions de recherche. En fait, les personnels des SIAO 115 renseignent le logiciel. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre d'abord dans une logique opérationnelle et en fait pas forcément dans une logique d'observation sociale, ce qui fait que certains items ne sont pas ou peu renseignés parce qu'en fait ils apportent rien en termes de gestion alors qu'ils apporteraient beaucoup en termes d'observation sociale. Par ailleurs, les SIAO 115 ayant peu de moyens, ils saisissent aussi ce qu'ils peuvent et parfois le minimum dont ils ont besoin. Par ailleurs, ce qui nous a manqué aussi, c'est qu'aucun cadrage national n'existe pour aiguiller les SIAO 115 dans les indicateurs qu'il serait pertinent de renseigner à des fins d'observation sociale sur le logement d'abord, par exemple. Un autre frein, ça a été aussi que les SIAO 115 pratiquent l'orientation vers le logement de façon extrêmement disparate. En Bourgogne-Franche-Comté, dans certains départements, il n'y avait aucune orientation vers le logement autonome qui ne passait via le SIAO. Dans d'autres départements, le SIAO n'avait pas la main sur les places de logement adapté. Et par exemple, on aurait voulu observer parmi les personnes en provenance de la rue quels sont les types d'orientation et notamment quel pourcentage d'orientation vers le logement, ce qui nous aurait permis d'apporter des indicateurs sur le logement d'abord de la rue au logement, c'est-à-dire sans passer par l'hébergement d'insertion. Mais voilà, ça n'a pas été possible, par exemple. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait, de poursuivre ces travaux. Hein. C'est le suivi des parcours, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'en fait, il faut avoir des données qui soient de qualité au niveau de la saisie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a fait certains choix, hein, comme parlait Marine, hein, de peut-être étudier les familles monoparentales parce qu'on avait des données, enfin, ce genre de choses. Et donc, du coup, on a fait avec ce qui était pas trop mal rempli, on va dire, au moment où on s'est lancé sur le baromètre. Mais ça veut dire qu'aussi, on doit réfléchir à nouveau, tous ensemble, à 8, à se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller sur d'autres champs d'études et sélectionner des indicateurs sur lesquels on devrait à terme s'améliorer pour pouvoir produire une observation sociale aussi. Donc, c'est tout ça qui se remet ensuite un peu en questionnement parce que quand on avance sur ce baromètre, on dit « Ah, ça, c'est intéressant, il faudrait qu'on puisse creuser. » Oui, mais c'est vrai que dans mon département, je ne le renseigne pas toujours très, très bien. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille à terme. Et c'est assez intéressant de se mettre dans cette dynamique et de se motiver aussi ensemble sur cette question. Alors, je vais essayer de vous repartager à nouveau mon écran sur une partie spécifique du baromètre. Alors, voilà. Un autre point en fait sur lequel on a beaucoup échangé, c'est l'indicateur de DNP. L'indicateur de DNP, l'indicateur de demande non pourvue. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Ça nous a posé pas mal de questions. Plus largement, on s'est questionné sur les motifs de refus aux demandes d'hébergement.
En fait, on a constaté que l'indicateur de demande non pourvue retenu par la DGCS rendait invisible tout un pan de la population pour laquelle une offre d'hébergement n'a pu être proposée, en tout cas dans notre région. Très concrètement, si on retient uniquement les motifs de refus compris dans l'indicateur officiel du taux de DNP, ça ne rend compte que de 33% du total des refus en Côte d'Or, 3% dans le Doubs, 14% dans le Jura, 57% dans la Nièvre, 6% en Haute-Saône, 59% en Saône-et-Loire, 28% dans Lyon et enfin 57% en Haute-Saône. Donc, quand même, on a constaté que cet indicateur, il permettait de rendre compte en moyenne de moins d'un tiers des refus. Donc, on s'est posé des questions. Et on a cherché à comprendre. Et surtout, on souhaitait rendre visibles ces personnes, ce qui nous paraissait être déjà le premier pas pour pouvoir trouver des solutions ensuite. Alors, tout d'abord, il faut quand même rappeler qu'on est une région qui est considérée comme peu tendue, entre guillemets, bien qu'il y a effectivement des refus pour absence de place disponible. Mais il y a aussi en fait une grande partie des refus pour d'autres motifs que en fait on ne peut analyser qu'au regard des pratiques de saisie et de raisonnement des SIAO 115 d'une part et des positions préfectorales d'autre part. Donc, sur les motifs de refus, en fait, ce qui était important dans notre positionnement, c'est qu'on n'a pas cherché à en déterminer la responsabilité. Ce qui conduisait, selon nous, à un débat stérile sur la faute à qui. Vous savez, ces fameux refus liés au 115, refus liés à la personne. En fait, nous, on a considéré qu'il ne nous appartenait pas de trancher là-dessus dans le cadre de ce travail. Et puis, en plus, ça ne nous paraissait pas toujours clair. Par exemple, le motif « la personne n'a pas rappelé le 115 ». Certes, la personne, elle n'a pas rappelé, mais pourquoi elle n'a pas rappelé ? Est-ce que c'est confortable pour elle qui est dans l'urgence de rappeler le soir, par exemple, comme ça peut se passer dans certains départements ? Mais en même temps, ça permet à certains SIAO de gérer son parc d'hébergement au plus juste et d'optimiser au mieux les places. Donc, vous voyez, on ne peut pas trancher. Marine, excuse-moi, est-ce que tu as la possibilité de rentrer le petit onglet Adobe là et puis de zoomer un petit peu, ça nous est demandé, s'il te plaît. Alors, peut-être appuie sur la petite flèche sur la droite ou bien au moins zoom. Ouais, au moins zoom. Là, j'ai zoomé là. Oui, c'est très bien. Vous avez vu ? Ouais, okay. Merci. Donc voilà, on voit bien qu'on ne peut pas trancher sur cette question et qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Et puis en plus, l'objectif, on l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas d'évaluer le 115, sa responsabilité ou pas dans les demandes non pourvues. Donc notre choix, ça a été vraiment de rendre visible l'ensemble des motifs de refus selon les départements. Alors, il existe un manuel de la DGCS qui précise les items de motifs de refus, mais les pratiques des SIAO 115 sur le terrain sont tellement spécifiques qu'en fait, il n'est pas suffisant pour assurer une harmonisation satisfaisante des pratiques de saisie aujourd'hui. Dans un autre département, par exemple, on voyait qu'on avait une part non négligeable des refus qu'il était pour motif refus de la proposition. Et en fait, c'était essentiellement pour des questions géographiques. Et ça peut être un indicateur d'un besoin de réajuster l'offre géographiquement sur le territoire, par exemple. Et puis, par ailleurs, notre travail souhaitait mettre en évidence le problème de raisonner sur un jour pour comptabiliser les DNP, ce qui est le cas, par exemple, dans le cadre d'enquêtes flash ou de demandes chiffrées commandées par les services de l'État. En fait, de nombreux SIAO ont des pratiques de saisie indirecte sur le logiciel dans notre région, essentiellement, mais pas que dans la nôtre, j'en suis sûre, essentiellement en raison d'un manque de moyens et puis parfois en raison de modalités d'organisation interne. Et puis, ça, c'est un cas vraiment très spécifique d'organisation interne. Mais il y a aussi, au-delà, le fait que tous les SIAO 115 sont concernés par le fait que les parcours des personnes hébergées sont loin d'être linéaires. En fait, il y a de nombreuses ruptures de parcours d'hébergement avec des personnes, vous savez, qui font les allées et venues dans l'hébergement d'urgence. Par exemple, on sait qu'il existe généralement des pics d'entrée les dimanches soirs à l'issue du week-end ou autres.
On a également des départements qui sont encore concernés par la difficulté d'assurer un accueil continu, la règle des 3 nuits par exemple. Donc tout ça faisait que pour nous, c'est vraiment important, si on veut être au plus près de l'observation des besoins, de raisonner sur une période qui soit suffisamment longue, d'avoir un champ d'enquête suffisamment long pour pouvoir passer outre ces pics, ces ruptures de parcours. Donc, pour conclure, ce qui est assez intéressant dans cette démarche, où j'aurais tendance un petit peu à insister, c'est le travail qu'on a réussi à se dire en faisant une contribution partagée, en fait, de pouvoir le construire ensemble, de choisir les indicateurs qui nous semblaient pertinents parce que mieux renseignés, de pouvoir échanger, d'avoir ces temps de travail tous ensemble, d'aller voir sur le logiciel, de faire ces extractions ensemble à un moment donné pour se dire on n'est pas seul devant l'ordinateur, on ne se trompe pas, on parle bien des mêmes choses, on raisonne en nombre de personnes. Ça, c'est vraiment important de se dire que c'était une contribution ensemble, quoi. Quand on devient acteur de l'observation sociale, qu'on ne la subit pas, et ça on le connaît, quand on a des demandes de rendu statistique au niveau national, où on ne comprend pas toujours ce qu'il va falloir renvoyer exactement comme données, c'est bien plus difficile, alors que là on est dans une démarche où en fait on l'a construit, on est plus apte à l'accepter, évidemment, ça met un petit peu du sens au travail qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de porter. Et ça permet en fait de choisir ce qui va être pertinent à montrer. Ça nous permet de faire des focus. Voilà, c'est quelque chose qu'on construit et puis on le fait au niveau régional et après ça nous permet nous de réfléchir aussi au niveau départemental, ce qui peut être intéressant, ce qui en ressort de problématiques particulières, etc. Et donc j'espère que c'était le cas pour je pense que c'était le cas pour tous les SIAO de la région. Mais ce travail construit, ça nous a permis aussi de se dire l'observation sociale, c'est important aussi de la réfléchir ensemble et puis de pas le faire de façon isolée et puis de se projeter, de se projeter et d'arriver à produire quelque chose, quoi. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous tous. Merci à vous. Alors, du coup, je pense qu'on peut passer à la phase d'échange. On a quelques questions sur le chat, mais est-ce que d'abord, il y a des réactions des personnes qui sont présentes dans la salle? Excuse-moi, réagir. Valérie, Oui, mais je devais faire une présentation. Ah, pardon, excuse-moi, Carole, je suis désolée. C'est pas grave. Donc, c'est à toi de jouer, excuse-moi. Oh là là, zappé, carrément. Je suis désolée, à toi. C'est pas grave. Donc, on a vu là une illustration d'observation régionale conduite par les SIAO et moi, je voulais parler de l'observation nationale et voir quelle était la plus-value que pouvaient apporter les SIAO à cette observation. Donc, en France, on est parmi les pays européens un pays où il y a beaucoup d'observations sociales. C'est-à-dire qu'il y a des observations sociales qui sont mises en œuvre par les administrations, par des organismes, par des associations et des fédérations. Donc, à titre d'exemple, dans les enquêtes mises en place par les administrations, il y a l'enquête sans domicile qui est conduite par l'Institut national de la statistique et des études, dont la dernière date de 2012 et la prochaine devrait avoir lieu en 2025 puisque la ministre a donné son accord. La parole associative a été entendue et cette enquête devrait être conduite en 2025. Et cette enquête, elle interrogeait les personnes qui étaient hébergées et présentes dans les lieux de distribution alimentaire gratuite. Il y a aussi l'enquête auprès des établissements sociaux qui est conduite par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques auprès des personnes hébergées dans les établissements. C'est une enquête qui a commencé depuis peu et pour laquelle tous les établissements d'urgence et d'insertion sont invités à répondre pour renseigner des informations sur les personnes hébergées. La dernière enquête date de 2016, elle est reconduite tous les 4 ans et cette enquête de 2016 avait notamment permis de montrer une prolongation de la durée d'hébergement en urgence, une évolution du public avec les familles de plus en plus nombreuses
et une diminution de la qualification du personnel en poste dans les établissements. Il y a aussi au niveau des organismes le CNLE qui a mis en place un conseil scientifique qui travaille avec des chercheurs, des organismes, des administrations pour justement apporter des éléments de connaissance aussi sur la situation en France. Depuis quelques années, on a vu naître des Nuits de la Solidarité, dont la première a eu lieu à Paris il y a 4 ans et la prochaine aura lieu jeudi prochain, donc le 25. Et à la demande de la ministre, en juin, il y a plusieurs villes qui se sont positionnées pour mener, elles aussi, des Nuits de la Solidarité. Et les Nuits de la Solidarité, elles interrogent les personnes qui sont physiquement à la rue, avec parfois des différences selon le territoire, avec des personnes qui peuvent aussi être interrogées dans des halls d'immeubles, dans des hôpitaux, dans des parkings, des gares. Et ces enquêtes, elles ont permis de montrer notamment le non-recours des personnes au 115. Il y a aussi des organismes, des fédérations comme aussi la Fondation l'Abbé Pierre qui publie un rapport annuel en mentionnant l'état de toutes les connaissances sur la thématique et en faisant des focus, comme de nombreuses associations, comme la Croix-Rouge française, le Secours catholique, les Restos du Cœur, qui tous les ans publient des échanges, des rapports annuels qui permettent de rendre compte de la situation. Et dans les démarches associatives, il y a aussi, par exemple, l'enquête Maraude qui est conduite par la Fédération des SAMU sociaux et la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc voilà, donc on peut dire en fait qu'en France, il y a plusieurs types d'observations qui sont faites. Et malgré toutes ces observations, on peut se poser la question, est-ce qu'on sait actuellement combien de personnes sont concernées? Et le problème, c'est que justement, les sources sont différentes, la comptabilisation est différente et le SIAO a toute sa part à jouer dans cette observation nationale, dans la mesure où le SIAO peut rendre compte sur les territoires de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement et des réponses qui sont apportées aux personnes. Et ça permet notamment au SIAO de faire part des besoins couverts et des besoins non couverts pour les personnes qui sollicitent le dispositif. Donc, Marine là, vient de présenter le travail qui a été fait au niveau régional par la région Bourgogne-Franche-Comté, mais il y a aussi d'autres régions qui ont mis en place des baromètres et des observations régionales. Ces observations régionales, elles peuvent être soit portées par les DRJSCS, soit portées par les associations régionales FAS, ou soit conjointement entre la FAS et les services de l'État. Et la FAS publiait aussi au niveau national un baromètre 115 qu'on espère pouvoir reconduire une fois que le logiciel SIAO sera opérationnel. Les SIAO produisent aussi des éléments de connaissance sur le public, puisqu'ils enregistrent des informations détaillées sur les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui sollicitent le dispositif et leur situation sociale. Et plusieurs SIAO ont notamment mis en avant, lors de la crise sanitaire, l'arrivée de nouveaux publics qui pouvaient être soit des personnes qui ne sollicitaient plus le 115 depuis plusieurs années et qui sont revenus dans le dispositif, ou alors des personnes qui, malheureusement, compte tenu des conditions sanitaires et sociales, se sont retrouvées en situation de devoir solliciter le 115. Les SIAO ont aussi un rôle à jouer dans le futur service public de la rue au logement, puisque Sylvain Mathieu l'a dit à plusieurs reprises que l'observation sociale avait un rôle important dans ce nouveau dispositif et que les SIAO étaient vraiment les interlocuteurs privilégiés pour participer à cette observation, et notamment de montrer les effets de la politique du logement d'abord, dont Marine vient de le dire, où ce n'est pas forcément évident d'avoir des indicateurs fiables et précis sur la situation des personnes pour montrer justement les effets de cette politique. Mais on peut imaginer voilà, qu'on peut avoir des éléments sur les sorties des personnes et les sorties des personnes vers le logement, sur les caractéristiques des personnes qui accèdent à un logement, sur l'adéquation entre la demande des personnes qui est faite lors de l'évaluation avec les travailleurs sociaux
et les réponses qui sont apportées là, indépendamment des places disponibles, mais du fait que est-ce que les personnes peuvent accéder ou non à un logement, sur les informations aussi sur les personnes ayant fait des demandes de logements sociaux et l'accompagnement social aussi qui pouvait être fait pour les personnes qui accèdent à un logement. Donc, les SIAO sont un acteur de la veille sociale. L'observation qu'ils réalisent doit être couplée avec d'autres dispositifs comme les MARO, les accueils de jour, les centres d'hébergement et de logement, afin d'avoir une vision d'ensemble pour voir quelles sont les personnes concernées, quels sont les besoins couverts et les besoins non couverts. Et concernant la question de l'observation sociale, il y a aussi un enjeu politique, puisqu'on le sait, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'observation nationale et le cadre général de l'observation. Et maintenant, je laisse la parole à Valérie pour reprendre l'animation. Et surtout, n'hésitez pas, les personnes qui sont contributeurs, à prendre la parole si vous le souhaitez directement, et les personnes qui sont participants à prendre la parole en posant des questions dans le chat et en mettant surtout pour tous les panélistes et les contributeurs. Merci. Alors, merci Carole et encore toutes mes excuses. Du coup, on a la possibilité de, si vous le souhaitez, alors déjà les contributeurs, si vous êtes d'accord pour mettre votre webcam en marche, comme ça on pourra échanger peut-être de manière un peu plus fluide. Et puis, si on a aussi des participants qui souhaitent joindre la table des contributeurs, c'est aussi possible, tout en sachant qu'on précise que l'atelier il est enregistré, donc il faut que vous soyez d'accord avec ce principe. Mais en tout cas, c'est possible si vous souhaitez rejoindre du coup le groupe des contributeurs. Pour le faire, il faut lever la main. Enfin oui, pour contribuer, du coup, il faut lever la main. On éteint son micro quand on ne parle pas, pour les grands principes, et puis voilà. Donc, est-ce qu'on a des réactions déjà pour les contributeurs sur tout ce qui a été dit? Parce que moi, comme je le disais, on a un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat, mais avant, s'il y en a qui souhaitent réagir dans la salle des contributeurs, ce serait avec plaisir. Pas de réaction. Bon, du coup, moi j'ai... Alors, Valérie, il y a Paul qui a levé la main. Alors, attends, du coup, j'essaie de voir les mains levées. Et je ne vois pas les mains levées. Bon, c'est pas grave. Du coup, oui. J'avais levé la main pourtant. D'accord, allez-y, pas de souci. Donc, on vous écoute. Bonjour. Paul Coutin, chargé d'observation sociale en Pays de la Loire, donc pour toute la région. Mais j'occupais avant le poste de chargé d'observation sur le département du 49 depuis plusieurs années. Les différentes interventions, moi, ça m'amène à penser qu'on voit encore la difficulté sur ces enjeux de complétude, à avoir des référentiels communs avec l'exemple que pointait la Bourgogne. Donc, il y a un vrai travail à faire sur cette question-là. Et de manière plus large, Carole l'a évoqué un peu aussi, toute cette question un petit peu de référentiel des bonnes pratiques d'observation au niveau national. Dans votre premier exemple, sur la Seine-Denis, ce que vous présentiez, vous avez des super pratiques, des super outils. Et au final, je pense que la plupart des chargés d'observation présents aujourd'hui découvrent ces outils-là qui existent depuis un moment. Donc, il y a un vrai travail, à mon avis, à faire collectivement sur la capitalisation de ces bonnes pratiques. On a des SIO qui ont des tailles très, très variables, des tout petits SIO avec peu de compétences d'observation, d'autres comme le vôtre ou certains encore plus dotés en matière d'observation sociale. Donc, c'est très, très important et très intéressant que ces outils que chacun développe puissent être le plus largement partagés. Je vous en remercie. Ce qui m'amène justement à dire sur ces questions un petit peu de référentiel des bonnes pratiques, des questions de complétude, des questions d'observation, c'est qu'on développe des outils comme le SI-SIAO et ce champ-là, au final, est très peu développé par les services de l'État, alors même qu'ils le fixent comme une priorité en matière de politique publique. On a très peu d'accompagnement sur ces questions-là, aucune formation organisée par la DGCS sur l'utilisation des indicateurs.
Donc, voilà un petit peu, c'est un petit peu fourre-tout mon intervention, mais je voulais vraiment appuyer sur cet aspect un petit peu complétude, référentiel, partage d'infos, capitalisation. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir à ce qui a été dit ou même ce qui a été dit avant? En tout cas, on a des commentaires qui disent qu'on est d'accord avec votre intervention. Moi, je veux Effectivement. bien intervenir. Donc, au niveau de la DGCS, il y a des outils à produire sur lesquels on travaille, notamment dans le cadre des ateliers qui ont été demandés à la DGCS depuis plusieurs mois maintenant, qui sont le guide de remplissage des variables et des items. Ça, c'est un outil indispensable qui doit être travaillé au national avec les chargés d'observation sociale et les SIAO pour définir comment sont renseignées les informations, pour avoir une harmonisation et une compréhension des informations qui sont saisies. Il est aussi nécessaire d'avoir un guide avec l'intégralité des variables et des items renseignés, de développer des formations sur le volet métier et pas uniquement des formations sur la manière dont on saisit des informations dans un logiciel, et des formations statistiques à l'utilisation des statistiques dans le logiciel au niveau des indicateurs et au niveau des extractions brutes. Et ce travail qui avait commencé avec l'indicateur national des DNP doit être poursuivi pour définir d'autres indicateurs. Donc, outre le fait que les indicateurs actuels doivent être fiables, il faut aussi faire un travail collectif et commun avec la DGCS pour définir d'autres indicateurs qui correspondent aux besoins à la fois des SIAO, des services déconcentrés, et pour montrer justement les prises en charge des personnes. Et on a vu notamment avec les indicateurs de l'enquête AHI qui ont été demandés dernièrement au SIAO que ces indicateurs n'étaient pas forcément adaptés. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait avec la DGCS et pour lesquels la DGCS est parfaitement informée et qu'elle nous dit qu'elle le mettra en œuvre. Et d'autre part, au niveau de la FAS, on a une animation et un groupe de travail avec les SIAO. Et lors de la dernière réunion, on a convenu de créer un Google Drive qu'on partage avec les SIAO pour partager les outils des uns et des autres. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'à peu près tous les SIAO ont développé des manuels spécifiques pour informer les utilisateurs de la saisie des informations, et que c'est du temps pour tout le monde, et qu'en plus toutes les pratiques sont différentes et tout ça, et qu'il y a des SIA aussi qui n'ont pas ces moyens humains ou de formation, et que l'idée c'est de capitaliser tout ce qui existe. Donc on va créer prochainement ce drive où on mettra des manuels, la maquette qui vous a été présentée, en sachant que évidemment au préalable, ce qu'il est nécessaire, c'est évidemment que les données puissent être enregistrées de manière correcte. Et ce qui peut être intéressant aussi à faire par chacun des SIAO, c'est de regarder quelle est l'exhaustivité des variables qui sont renseignées dans le logiciel, parce que ça permettra de voir aussi quelles sont les informations qui sont renseignées et pourquoi. Et la tendance peut aussi être de renseigner des informations dans les notes ou le rapport social, et de ne pas les renseigner dans les variables et les items. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau statistique, les informations sont renseignées dans les variables et les items, et que c'est aussi au niveau statistique qu'on peut traiter les informations qui sont conformes au RGPD. Merci Carole. Et d'ailleurs, je pense que ce que tu disais là, je rebondis sur le dernier point que tu soulevais sur la manière dont sont sanctionnées les informations. Il y avait tout à l'heure une question
sur un exemple d'éléments opérationnels qui pouvaient être mal saisis par exemple, les travailleurs sociaux sur les outils, enfin mal ou d'une certaine manière en tout cas, de manière à ce que ça puisse pas être exploité par l'observation sociale. Et du coup, je pense que l'exemple dont tu donnais, était assez important sur la manière d'inscrire les éléments dans les bonnes cases et pas forcément dans les cases commentaires, en rendant leur exploitation en termes d'observation un peu plus compliquée. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions sur ce qu'on vient de vous expliquer dans la salle, ou bien est-ce que je passe aux questions qu'on a eues dans le chat, peut-être? Ça fera peut-être rebondir. Oui. Moi, j'aurais souhaité rebondir sur ce que disait Carole Valérie par rapport à l'importance d'associer les CIAO à ce travail de définition voilà, des critères de remplissage, etc. Et j'aurais voulu vraiment insister aussi sur l'importance d'associer les CIAO au-delà sur le travail de traitement, analyse des données. Je pense que c'est vraiment une condition essentielle de la motivation à faire de l'observation sociale. Enfin, c'est un petit peu aussi ce que ça rejoint ce que Christelle disait tout à l'heure, c'est que quand on a la possibilité en tant qu'SIAO de participer à la démarche d'observation sociale de A à Z, c'est-à-dire de pas être associé seulement pour remplir des items ou pour fournir de la donnée, mais qu'on fournit de la donnée parce que derrière, on sait à quoi ça va servir, on sait quels indicateurs ça vise à fournir, à quelles questions ça vise à répondre. C'est beaucoup plus motivant, en fait, pour un acteur qui est le SIAO 115 de s'intégrer comme ça dans une démarche d'observation sociale. Il faut donner du sens, en fait, à ce travail. Et souvent, c'est ce qui manque, en fait, dans les commandes des services de l'État. C'est que souvent, on est pris par l'urgence, il y a des commandes d'extraction qui viennent ou des commandes de remplir des tableaux. Et en fait, les acteurs ne savent pas à quoi ça va servir, ils ne savent pas le sens. Et du coup, c'est dur de pouvoir être partenaire d'une démarche quand on ne nous donne pas le sens derrière, quoi. Donc voilà, je voulais juste insister sur ça. C'est pour ça que pour rebondir par rapport au travail qu'on a fait sur le baromètre Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même démarche que remplir un tableau qu'on a reçu du national, où en fait on va mettre un chiffre dans une case avec une toute petite case à côté pour mettre un commentaire, on n'est pas très sûr de ce qu'on a mesuré, etc. Là, on est vraiment dans une démarche de construction. Donc en fait, on va chercher des choses qui ont du sens aussi pour nous. Et d'un coup, c'est moins pesant, mais en même temps, faut aussi répondre aux autres demandes, mais du coup, on se positionne un petit peu différemment dans la réflexion de la façon de construire les choses, quoi. Tout à fait. Il y a des réactions. Du coup, on peut peut-être passer aux quelques questions qui remontent du coup au début de l'intervention. Très rapidement, moi je peux répondre aux 2 premières questions qui étaient adressées je pense plutôt à mon intervention. Donc en savoir plus, il y a un participant qui souhaitait en savoir plus sur le module de pré-traitement des demandes. Je pense que je ne vais pas forcément m'étendre très longtemps sur le sujet parce que ce module, encore une fois, on le mettra à disposition. Donc, du coup, très rapidement, vous expliquer que c'est un module qui fonctionne de la façon suivante. Quand on reçoit les demandes, donc on le fait de manière hebdomadaire, on reçoit les demandes, on fait une extraction Excel, on passe cet outil on passe les demandes dans un outil avec des macros et ensuite on sélectionne donc on a des sélections sur la cohérence des données et sur les items que nous on considère comme étant obligatoires. Si ces éléments ne sont pas complets ou incohérents, on a donc du coup une liste de demandes avec les items à compléter ou les items sur lesquels il y a une incohérence qui est repérée. Et du coup, on a un texte qui sort et qui est renvoyé via le SISIA, donc là manuellement. Donc effectivement, c'est quand même assez chronophage. Manuellement, quelqu'un qui renseigne la complétude des informations et qui vient du coup mettre ça sur le SISIA pour que ça soit renvoyé au prescripteur. Ensuite, on a... Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé avec une image étrange? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas très grave, on va continuer. Donc du coup, pardon, ça m'a fait un peu perdre le fil.
Mais je reprends. Donc, voilà, sur la question de la complétude des données, voilà, ça, on vous mettra vraiment l'outil à disposition, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est quand même important dans cette démarche, c'est qu'on a effectivement, on s'est vraiment mis on a vraiment beaucoup échangé avec les équipes opérationnelles du SIAO, entre l'observation et les SIAO, et les équipes opérationnelles pour pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'eux considéraient comme étant nécessaire. Et nous aussi, côté observation, on avait aussi quelques demandes et on est vraiment tombé d'accord finalement, effectivement, hein, donc du coup, sur comment on sanctionne les infos et où est-ce qu'on les sanctionne justement sur le SI et SIAO notamment. Et voilà, donc on est vraiment tombé d'accord et ça nous a permis, donc je le redis, de passer de 60% d'incomplétude ou d'incohérence à 20%, ce qui est vraiment intéressant. On nous demandait aussi d'en savoir plus sur l'étude sur le non-recours. C'est une étude qu'on réalise, on l'a réalisée d'abord de manière trimestrielle, mais c'était un peu chronophage pour les accueils de jour. Maintenant, on la réalise de manière semestrielle. Et du coup, c'est une étude qui consiste à demander aux accueils de jour qui sont partenaires du SIAO et qui sont présents sur notre territoire d'interroger les personnes qui viennent fréquenter leurs locaux, enfin leur accueil de jour, sur une journée et de leur demander s'ils étaient à la rue la veille ou 2 jours avant. Et s'ils étaient à la rue, est-ce qu'ils ont sollicité le 115 ? S'ils n'ont pas sollicité le 115, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sollicité le 115 ? Et donc, du coup, on arrive à avoir des taux qui sont, enfin, des données qui sont assez intéressantes. On se retrouve avec des résultats qui sont assez alarmants, hein. Alors, la crise sanitaire est venue un petit peu rebattre les cartes et donner un contexte un peu différent, mais avant ça, on était sur des taux de non-recours qui étaient, pour certaines populations, notamment les hommes isolés, on était sur des taux de non-recours qui allaient de 60 à 80%. Donc voilà, nous, c'est très difficile pour nous, évidemment, de mesurer le non-recours. Et du coup, voilà, ces enquêtes-là, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de faire ressortir des chiffres. Ça ne donne pas d'éléments concrets, mais ça donne des indications. Et d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, quand on a vraiment augmenté les orientations, y compris pour les publics isolés, on a vu ce taux de non-recours diminuer assez drastiquement. Donc c'est assez intéressant, ça révèle quand même des choses assez intéressantes. Ensuite, on avait une question, je pense, qui s'adressait à Marine et Christelle. On avait une question sur est-ce que vous avez des exemples de décisions qui ont été prises suite aux observations qui ont été menées ? Vous savez, quand on a réalisé ce projet, l'objectif final, c'était de publier le baromètre afin qu'il soit un support pour les services déconcentrés de l'État, qui ensuite, eux, ont dans leurs mains là où les décisions à prendre, notamment sur les quelques constats qu'on avait pu faire en matière de réajustement de l'offre, hein, finalement, sur les territoires. Donc, nous, on n'est pas décisionnaire à notre niveau. Puis après, c'est un peu comme dans tout. Quand on met en avant une réalité, il y a un peu voilà, de possibilités de réagir. Soit on fait l'autruche, ou soit on se dit, ah tiens, il y a des perspectives, justement, il y a des leviers, on va améliorer les choses, on va faire bouger les lignes. Voilà, effectivement, il y a matière à penser. Après, voilà, c'est deux façons de recevoir un support qu'on met entre nos mains. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt pour finalement rendre compte d'éventuelles décisions qui auraient pu être prises. Mais en tout cas, là, le circuit, il est plus dans nos mains aujourd'hui. Alors, après, ça permet quand même, même au niveau départemental, après, d'aller, de soulever des difficultés sur certains publics. Je sais que sur la question de en Côte d'Or, c'était plus difficile l'accueil des personnes isolées. On avait beaucoup moins de place. On a essayé un petit peu de pouvoir le mettre un petit peu en avant, de la difficulté à répondre positivement sur certains hébergements pour les personnes isolées, quoi. Par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'en fait, on peut servir de ces outils pour porter certaines choses. Après, le contexte est un petit peu particulier parce qu'avec la crise sanitaire, il y avait, quand il y a eu des développements de places, c'était un peu lié aussi à ça. Donc le contexte est aussi un petit peu particulier, mais je trouve que quand même, ça permet à certains moments, moi je sais que c'est quelque chose qu'on a un petit peu porté pour le public isolé, où on avait plus de difficultés à répondre à un moment donné, quoi. Notamment à un public migrant, demandeurs d'asile qui n'étaient pas accueillis en CADA, par exemple. Donc, c'est des choses, par exemple, on a pu porter ce genre de choses à certains moments.
Après, peut-être pour compléter, enfin, pour être tout à fait complet, dans la réponse qu'on pourrait apporter, enfin, je pense notamment au SIAO 115 qui ne développe pas encore d'observation sociale et puis qui souhaiterait le faire. Peut-être dire quand même que, voilà, mettre un petit point de vigilance, voilà, c'est que quand on fait de l'observation sociale, on met en évidence des besoins, on met en avant des manques, on développe forcément une lecture critique du secteur et de ce qu'on fait et si c'est adapté ou pas aux besoins des gens. Et c'est voilà, c'est un résultat qui peut être, enfin, c'est un projet qui peut être souhaité, qui peut être commandé, mais le résultat peut pas forcément faire plaisir, toujours, que ce soit pour les acteurs associatifs ou institutionnels. Donc, je pense qu'il faut être quand même armé par rapport à ça. Voilà, ouais, pouvoir être outillé et armé sur les suites que pourrait entraîner la production de résultats d'observation sociale. Et peut-être derrière avoir un vrai travail, s'il y a un financement ou un appui qui est dédié à ça, qui puisse se poursuivre à l'issue de la production de résultats d'observation pour travailler l'appropriation par les acteurs en termes de mise en œuvre opérationnelle, si nécessaire ensuite. Merci Marine, et je pense que pour compléter un peu ce que vous disiez, je pense que au-delà d'avoir des résultats qui seraient parfois extrêmement concrets et rapides, je pense que de toute façon, c'est très important de mettre en place cette culture de l'observation des besoins avant de... Aujourd'hui, on a beaucoup, je pense, de territoires où les décisions d'ouverture de places, quelle typologie de place on va ouvrir, etc., elles sont prises plutôt par les propositions qui sont faites que par une réelle observation du besoin qui est présent sur le territoire. Et je pense que c'est aussi à nous un peu d'inverser un peu cette tendance. Et plus on produira de la connaissance sur les publics, plus cette connaissance-là, elle sera certainement utilisée et elle sera demandée et utilisée pour aiguiller les décisions qui seront prises sur ce type de sujet, je pense. On a d'autres questions. On a une question. Est-ce qu'il y a une étude, Marine, si tu peux garder la parole, sur le non-recours qui est actuellement en cours en Bourgogne-Franche-Comté? Oui, elle est actuellement en cours. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu la suite du baromètre, puisqu'on était dans le champ du baromètre, on passe à côté de la question du non-recours. Et du coup, mais on en est vraiment au début pour l'instant, donc c'est un peu tôt. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir réaliser donc, une étude comparative du non-recours dans la région, avec une première phase d'expérimentation dans un département. Donc ici, c'est la Nièvre. Donc vraiment en lien très étroit avec le SIAO 115 de la Nièvre et puis aussi en partenariat avec la DDCSPP. L'idée, c'est de pouvoir réunir déjà tous les acteurs de la veille sociale autour d'une table sur ce sujet, ce qui n'est pas une mince affaire partout, hein, ce n'est pas acquis dans tous les départements, d'autant qu'on voyait la question des acteurs de la veille sociale au sens très large, c'est-à-dire associant par exemple les services de police et de gendarmerie, associant les acteurs sanitaires, associant les bailleurs pour l'aspect prévention des expulsions, repérage des ménages en difficulté dans leur logement, etc. Donc voilà, on voudrait vraiment réunir tout ce monde-là autour d'une table et pouvoir construire ensemble en fait un outil de comptage, je ne sais pas comment le dire, la réflexion n'est pas encore aboutie parce qu'on n'en est qu'au début, mais de comptage et déjà des personnes en non-recours, déjà qu'on puisse compter, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir aller vite sur le qualitatif, aller sur le discours, le recueil de paroles, etc. Mais déjà on se rend compte dans notre secteur qu'on a déjà du mal à compter, quoi. Donc c'est vrai que déjà, si on arrive à compter, à savoir voilà, le nombre de personnes que ça représente, tous ensemble, en partageant un outil commun, en faisant du partage d'infos, du partage de pratiques, on serait déjà hyper content, quoi. Donc voilà, on essaye de travailler sur cet outil de comptage là et pour pouvoir ensuite les s'aimer au reste de la région, mais c'est vraiment trop tôt pour pouvoir en dire plus pour l'instant. Très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, que ce soit dans la salle ou bien via le chat?
Moi, Valérie, si je peux Vas-y, intervenir Carole. par rapport au non-recours, il y a d'autres régions qui ont aussi réfléchi à la mise en œuvre, la comptabilisation du non-recours et on l'a vu, en fait, le SIAO est un des acteurs de l'observation sociale. Il a toute sa part, mais pour avoir vraiment une vision d'ensemble sur toutes les personnes qui sont concernées par la problématique d'être sans domicile, en situation précaire, voilà, il faut associer plusieurs acteurs autour de la table et c'est aussi au sein du SIAO qu'il faut associer différents acteurs puisqu'on a vu depuis 2010, il y a quand même eu de gros progrès qui ont été faits puisque le SIAO, de par sa mission de coordination, de centralisation des informations, a pu lier des liens étroits avec des partenaires divers et variés, pas uniquement dans le secteur de l'hébergement et du logement, notamment aussi avec la mission d'orientation du SIAO. Donc, c'est important quand on fait de l'observation sociale d'essayer aussi d'associer ces acteurs et de rendre compte du phénomène dans sa globalité. Et pour reprendre une démarche qui avait été mise en œuvre il y a plusieurs années qui s'appelait les diagnostics à 360 degrés, les diagnostics territoriaux, qui était une démarche qui avait été initiée par les services de l'État, qui à la base était plutôt bonne, puisque l'idée c'était d'avoir à la fois des informations administratives et des informations associatives et d'organiser des groupes de travail collectifs à partir des informations analysées. Cette démarche n'a pas fonctionné dans de nombreux départements et de nombreuses régions parce que justement les acteurs associatifs n'ont pas été associés aux débats, aux propositions pour mettre en avant les besoins non couverts. Et comme le disait Marine, c'était plutôt les SIAO, les 115 à l'époque, qui étaient des producteurs de données. Donc les SIAO ne sont pas des producteurs de données uniquement. Ils sont des partenaires à part entière avec tous les autres acteurs de la veille sociale. Ils peuvent aussi centraliser des informations puisque via le SIAO, il y a des informations qui peuvent être enregistrées aussi sur les personnes rencontrées en maraude. Et on dit que les SIAO doivent être associés aux travaux, mais les SIAO doivent aussi associer eux-mêmes leurs partenaires lorsqu'ils font de l'observation sociale pour partager avec eux les résultats et notamment aussi avec les personnes qui enregistrent des informations, notamment les prescripteurs, les centres d'hébergement, pour discuter avec eux des résultats de l'observation. Et je sais qu'il y a beaucoup de SIAO au moment de la publication de leur rapport d'activité qui organisent une présentation des résultats à l'ensemble de leurs partenaires. Et ça, c'est vraiment important aussi pour que les partenaires puissent voir quelle est la richesse de l'observation sociale qui peut être produite par le SIAO. Merci Carole. On a un commentaire effectivement qui soulève un point important sur la question du non-recours. C'est le fait qu'il faut aussi prendre en compte les directives qui peuvent être données sur certains territoires qui ne respecteraient pas l'inconditionnalité de l'accueil pour les personnes qui sollicitent le 115 et qu'effectivement c'est le genre évidemment d'informations qu'il faut prendre en compte quand on vient interroger la question du non-recours. Est-ce qu'on a d'autres remarques ou questions dans la salle ou parmi nos intervenants? Je ne sais pas. Des remarques sur ce qui a été dit? Par rapport à ce qui vient d'être communiqué sur l'enregistrement ou la prise en charge des publics et tout ça, ce qui est important aussi quand on commence une observation sociale, c'est vraiment de paramétrer, de savoir ce qu'on va observer. Puisque le SIAO, c'est une porte d'entrée avec les personnes qui sollicitent le 115 et les personnes qui font des demandes au SIAO, mais on sait qu'il y a des personnes qui ne sollicitent plus ni le 115 ni le SIAO.
C'est de savoir aussi quel est le champ couvert. Est-ce que dans tel et tel département, on a l'exhaustivité, par exemple, sur tout ce qui concerne le logement adapté? Est-ce qu'on a l'exhaustivité sur le public qui peut être pris en charge? Et avoir connaissance de ces informations est d'autant plus importante quand on va faire des comparaisons entre départements au sein d'une même région, ou quand il va y avoir une observation régionale qui va être pilotée, bah, ça va être l'occasion de faire remonter ces éléments et d'apporter des éléments qualitatifs, explicatifs, et aussi de se mettre d'accord pour être sûr que tout le monde parle de la même chose de la même manière, en se disant bah, s'il faut limiter l'observation à des éléments communs, bah, on n'observera que ces éléments à minima, mais on sait qu'ils seront scientifiques, on va dire. Et c'est d'autant plus important après quand il y a des analyses nationales qui sont produites, où là, le cumul des chiffres doit garder un sens, et c'est pour ça qu'il faut vraiment, que les SIAO, puissent, rendre compte, au-delà des chiffres, de la réalité du terrain avec des éléments aussi, qualitatifs. On peut avoir des éléments qualitatifs sans faire des enquêtes, par questionnaire en face à face. Bon, évidemment, ça peut toujours être un plus, mais le SIAO a des éléments quantitatifs et qualitatifs qui peuvent vraiment être de qualité et à mettre en avant. Merci, Carole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie, je vois, je remonte le fil de la discussion. C'est pas évident, hein. Oui. Je remarque qu'il y a une question qui nous a été adressée. À un moment donné, j'aurais souhaité y répondre. Ça me semble important que… Vas-y, bien sûr. Si elle m'a échappé, n'hésite pas, bien sûr. C'est une personne qui dit qu'elle a du mal à cerner les éléments qui ne seraient pas intéressants d'un point de vue opérationnel pour les travailleurs sociaux et écoutants, mais qui le seraient pour l'observation sociale. Les deux me semblent interconnectés. En fait, c'est quand on évoquait les limites qu'on avait eues au niveau de la production d'observation sur la mise en œuvre du logement d'abord, où on avait dit que certains items n'étaient pas renseignés ou pas de façon adéquate pour l'observation sociale. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a, enfin, il y a deux choses. C'est que ça peut concerner le 115, puisque il y a des champs qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs, et que dans un souci de… Voilà, les écoutants étant toujours dans l'urgence, dans un souci d'apporter une réponse le plus vite possible et le plus efficacement possible, ils et elles ne vont pas forcément renseigner tous les items, alors que certains items peuvent être fondamentaux pour l'observation sociale. Et sur le champ de l'insertion, ça peut être plutôt, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, Valérie, sur le champ commentaire, où on va avoir… finalement des travailleurs sociaux et agents de SIAO qui vont avoir tendance à renseigner un dossier sur l'insertion de façon, enfin, par rapport à ce qui pourrait leur servir au moment de l'évaluation du dossier, ce qui ne sert pas forcément l'observation sociale, notamment, enfin, on voit beaucoup une tendance à renseigner les champs commentaires, parce que les travailleurs sociaux, pendant l'évaluation des dossiers, ils ont besoin de matière qualitative. Il y a des choses qu'on exprime dans des phrases, qu'on n'exprime pas en cochant une case. Et ça, c'est une logique qui n'est pas tout à fait celle, enfin, qui peut nuire à l'observation sociale. Bon, après, on peut aller dans de l'exploitation de zones commentaires. Mais alors là, c'est quand même un autre boulot, un autre investissement en termes d'observation sociale. Voilà, pour donner des exemples, c'était un peu ça qu'on voulait dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Christelle, si tu voyais d'autres, ou si ça rejoint aussi un petit peu ce que tu penses. Oui, ça rejoint ça. C'est qu'est-ce qui va pouvoir être exploité exploiter et donner une matière à production, quoi, en fait. Hein. C'est pas tant qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes ou pas intéressantes. Hein. C'est de se dire à un moment donné… je ne revois pas bien la question en même temps, mais Marine, du coup, la question, c'était laquelle? Parce que je suis un peu perdue. J'ai du mal à cerner les éléments qui ne seraient pas intéressants d'un point de vue opérationnel pour les travailleurs sociaux écoutants d'une part, mais qui le seraient pour l'observation sociale. Les deux me semblent interconnectés.
Donc, voilà, là, je te rejoins complètement. Je pense que c'est enfin, je veux dire, c'est au moment où on crée son dossier, enfin, on fait cette demande ou alors on décroche le téléphone sur l'écoutant 115, bah, en fait, il n'est pas toujours dans la perspective d'observation sociale. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir retravailler aussi à certains moments avec eux les attentes qu'on peut avoir et effectivement éviter, peut-être plus pour les demandes SIAO insertion, le fait que ce soit mis dans les commentaires et effectivement du coup difficilement exploitable à certains moments. Et puis pour les écoutants 115, bah, pris par l'urgence du décrochage téléphonique, de se dire, on est là aussi pour faire une réponse d'hébergement dans l'urgence. Et du coup, bah, des fois, sur les premiers temps, c'est pas toujours évident. Enfin, ça se travaille aussi avec les écoutants 115, de se dire, est-ce que vous avez bien pensé à demander ces informations qui pourraient être importantes pour l'orientation et qui nous permettent, nous aussi, de montrer les besoins. Par exemple, ne sont pas oubliés de demander s'il y a des animaux, quel type d'animaux, enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites et notamment pour la partie insertion, je pense qu'un élément qui peut vraiment être intéressant pour limiter ce genre de problématique, c'est vraiment la formation à l'utilisation du SIS-IAO. Et du coup, nous, pendant les formations, bien sûr, on explique comment utiliser l'application, mais on explique aussi les enjeux qu'il y a derrière. Donc, parce que c'est les enjeux en gros, correctement cocher les cases, même si elles sont complétées, ces cases par des commentaires qui vont venir détailler un peu plus les choses. C'est aussi des éléments qui sont de manière très opérationnelle, qui peuvent parfois être très importants, puisque quand on va faire du requêtage pour certains types de publics sur le SI, si les champs ne sont pas correctement remplis, parfois, ils ne vont pas pouvoir sortir quand on va aller requêter des éléments, quoi. Et ça, c'est un peu la même problématique sur l'observation. Donc, nous, on en parle beaucoup en formation. Et je pense que voilà, on a assez peu parlé de la formation, la place de la formation à l'utilisation de l'application. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez central. Et pour nous, quand je vous parlais tout à l'heure du module qu'on a mis en place sur les items obligatoires ou incohérents, vraiment le couple à la formation SI-SIAO, quoi. On passe beaucoup de temps à former nos prescripteurs, il y a un turnover qui est très important. Donc vraiment, toujours former encore, continuer avec les évolutions des applications, etc. Et du coup, leur expliquer aussi effectivement quelles sont les différentes missions du SIAO. Et voilà. On a peut-être une dernière question qu'on va prendre avant de laisser la parole à Carole pour la conclusion. On a une question sur l'historisation des données dans le SI-SIAO. On a eu plusieurs questions qui se succèdent. L'historisation des données dans le SI-SIAO et comment on peut contourner la difficulté. Alors, excusez-moi, est-ce que, je ne sais pas, Marine, si tu vois la question, elle vous est adressée, oui. Comme le temps tourne, tu peux peut-être la regarder et y répondre directement. Merci. Tu veux dire dans le chat? Oui, tout à fait, dans le chat, oui. On a 2 dernières questions. Tu t'en sors? C'est sur l'historisation. Ah oui, ouais. Non, mais j'ai compris que tu voulais que je réponde dans le chat, mais en fait, je peux répondre oralement. Non, est-ce que tu peux répondre oralement? Oui, je pense, juste rapidement, puis on va… Voilà. Ok. Alors, si j'ai bien compris la question, j'en suis pas certaine, mais auquel cas il faudra me reprendre. En fait, on a travaillé sur 2 fichiers d'extraction. Un premier fichier d'extraction relatif aux demandes et un deuxième fichier d'extraction relatif aux nuitées. On avait regardé un petit peu avec Christelle, apparemment c'est toujours possible sur le nouveau SI. C'est vrai qu'on était sur l'ancien SI, quoi, pour le coup. Voilà, mais bon, a priori, les nuitées sont toujours abordables à partir du nouveau. Et donc, grâce à ces nuitées, on avait l'historique, on raisonnait du coup en termes de nombre de nuitées assurées par une personne, sachant qu'effectivement, et je pense que c'est le sens de votre question, à chaque fois qu'il y avait rupture d'hébergement, il y avait nouvelle ligne, du coup. On n'avait pas une seule et même ligne correspondant au parcours d'une seule et même personne, mais à chaque fois que la personne quittait l'hébergement, ça reproduisait une autre ligne. Donc, du coup, on a dû travailler sur les doublons et en fait, on voulait regarder les durées moyennes d'hébergement et donc là, on a capitulé, on s'est dit que là, ça nécessiterait
voilà, un projet à part entière pour pouvoir essayer de reconstituer des parcours. Ce que disait Christelle tout à l'heure, ce n'est pas possible pour l'instant de raisonner en termes de parcours. Enfin, ce qu'on pourrait faire en adoptant des conventions statistiques communes, mais du coup, ça demanderait un travail approfondi là-dessus. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que à chaque fois que la personne quittait l'hébergement, ça reproduisait une autre ligne. Et donc, on n'a pas pu définir de durée moyenne d'hébergement ou reconstituer des parcours. En tout cas, on l'avait fait pour s'amuser, mais dans nos rapports internes à nous, puisque là, ce que vous voyez, c'est le baromètre officiel, public, etc. Mais il n'empêche qu'il y a des rapports internes qui ont été remis au service de l'État et qui faisaient état vraiment de nos travaux très, très techniques dans le cadre des comités techniques avec les SIAO 115. On a essayé, voilà, pour s'amuser, de regarder sur une personne X, anonyme, voilà, son parcours. Et effectivement, c'est là où on s'est rendu compte à quel point les parcours étaient hachés, avec des allées et venues multiples pour une personne rien que sur un semestre, quoi. Notamment sur l'urgence. Alors, est-ce que ça répond à la question? J'espère. On a un complément, mais je pense que de toute façon, il va falloir qu'on passe à la conclusion. Carole, tu me confirmes qu'on… Oui, on a encore 5 minutes, je pense, avant Ouais. que Ok. ça va se déconnecter. Je pense aussi la question d'historisation des informations, c'est aussi la question est posée par rapport à l'évolution de la situation des personnes, c'est-à-dire que dans la plupart du temps, les informations sont enregistrées lors de la première demande des personnes, notamment au 115, et qu'il n'y a pas forcément de mise à jour de la situation des informations par rapport aux caractéristiques sociales sur l'évolution des ressources, du suivi social, de la couverture sociale, et que ça, c'est selon les écoutants, selon aussi si la personne fait mention de l'évolution de sa situation. Et pour la demande d'insertion, c'est pareil, c'est la situation qui est enregistrée, c'est la situation au moment de la demande des personnes. Donc, on ne peut pas voir vraiment d'évolution de la situation, sauf si la personne fait plusieurs demandes. Et dans ce cas-là, on peut récupérer l'information qu'elle faisait lors de ces demandes. Et ce qui se passe aussi, c'est que au niveau de l'insertion, comme les temps des demandes et les temps d'hébergement sont longs, je pense qu'il faudra attendre plusieurs années pour avoir des parcours, puisque les personnes vont rester quand même un certain temps dans les lieux où elles auront été hébergées. Et le problème aussi avec le logiciel, c'est qu'il n'y a pas plusieurs variables pour rendre compte, par exemple, de l'enregistrement de la première situation, après de l'évolution et après de la dernière évolution, puisque les informations sont écrasées. Donc, voilà, au niveau de la conservation de l'historique, c'est compliqué d'un point de vue technique, puisque cette fonctionnalité n'existe pas et que ça demande un travail de retraitement qui est très long. Et ça demande aussi évidemment que les personnes qui saisissent dans le logiciel mettent à jour, pas uniquement dans les notes, mais aussi dans les variables et dans les items, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, on voit bien que les SIAO ont toute leur part dans l'observation sociale, que c'est un enjeu important, que ça nécessite des moyens techniques et humains importants. L'État s'est engagé sur l'embauche de 150 ETP dans les SIAO. Donc peut-être que certains SIAO pourront bénéficier de cette embauche pour avoir recours à quelqu'un qui a des compétences en observation sociale. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que collectivement, on a beaucoup à s'apporter en partageant nos outils. Et d'autant plus qu'on partage une observation départementale, régionale, nationale. C'est quand même un des rares dispositifs qui a un logiciel commun national. Donc, on peut dire que c'est quand même un plus quand ce logiciel sera à nouveau opérationnel. Et
Je voulais vous informer aussi à la fin de cet atelier qu'un manifeste sera publié à l'issue de la semaine nationale où, bien entendu, on fait référence à l'importance de l'observation sociale qui, on le sait, les SIAO sont parfois pressurisés pour produire des chiffres au jour le jour ou avec des délais qui ne sont pas du tout acceptables et qu'il faut vraiment que ces chiffres qui soient produits soient utilisés, puisqu'il y a aussi un problème, c'est que parfois les SIAO sont sollicités, mais ils ne savent pas où vont leurs chiffres, comment, pourquoi, quelle est l'utilité et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, les effets concrets, quels sont les effets concrets de cette production statistique. Donc là, les SIAO ont aussi un rôle pour porter eux-mêmes l'observation qu'ils font. Je ne sais pas s'il y a encore une question dans la salle à laquelle on peut répondre. Je pense que c'est une question qui est revenue. Alors, 2 fois, il y a eu déjà une réponse dans le chat, mais je pense que ça mérite quand même d'être soulevé. C'est la question de la participation des personnes, enfin, de l'interrogation, le fait d'aller se rapprocher des personnes concernées pour demander dans quelles conditions elles souhaiteraient être accueillies, etc. Et donc, en gros, c'est la participation des personnes accueillies et accompagnées. Et dans quelle mesure l'observation prend en compte le point de vue de ces personnes-là. Alors moi, je vais parler pour le SIAO de la Seine-Saint-Denis et je vais dire que c'est pour l'instant vraiment notre point noir. On ne s'est pas encore investi sur ce sujet et on a tout à fait conscience et c'est vraiment un point qu'on voudrait vraiment développer dans les années qui vont venir. Et donc, on va y travailler. Et d'ailleurs, à ce propos, on est très preneur d'expériences qui ont eu lieu dans d'autres SIAO et sur la manière dont c'est déployé. Parce que la question, c'est vrai que du SIAO, enfin, la position du SIAO, elle n'est pas évidente sur cette question-là. On a quand même, on a le plateau 115 qui a un lien direct avec les personnes, mais on a ensuite les structures d'hébergement où il y a un lien qui est moins direct. Mais il y a, je pense, vraiment des choses qui sont à mettre en place. Et donc, nous, on est preneurs de bonnes idées. Voilà, si vous voulez compléter aussi par vos expériences, Marine et Christelle, ou Carole, si tu as besoin de choses. Oui, je pense qu'on peut compléter pour la Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'au niveau de la participation, il y a quand même pas mal d'actions qui sont conduites. Alors peut-être ce serait intéressant de participer également à l'atelier relatif à la participation des personnes concernées au sein des SIAO 115 de demain, auquel la fédération, enfin mes collègues de la fédération interviennent justement pour présenter une étude qu'on avait conduite là encore avec les SIAO 115 de la région sur la participation dans les SIAO 115, très importante, qui est déjà effective dans quelques SIAO au sein de la région. Donc voilà, vraiment effective avec une participation de délégués du Conseil régional des personnes accueillies, qui est l'instance représentative des personnes en situation de grande précarité voilà, dans leurs instances de gouvernance ou parfois dans les commissions. Donc, c'est vrai que ces personnes apportent au quotidien, même si ce n'est pas forcément dans des espaces appelés observation sociale, ils apportent des constats, des remarques qui nourrissent l'observation sociale, puisque en effet, ils connaissent les parcours, ils les ont eux-mêmes expérimentés, ou ils connaissent les parcours de d'autres personnes voilà, qui les côtoient au quotidien. Donc, ils apportent énormément voilà, pour nourrir la dynamique d'observation sociale. Et après, peut-être ce qui peut être intéressant, effectivement, sur cet aspect qualitatif, c'est une contribution des SIAO 115, peut-être là encore, éventuellement accompagnée par les fédérations régionales, comme on a pu le faire sur Dijon, dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt logement d'abord. On voit bien que dans notre région, Dijon Métropole, qui avait candidaté et qui est aujourd'hui lauréate, qui est devenue territoire de mise en œuvre accélérée, nous avait commandé une étude finalement sur les… alors, pas financée, enfin voilà, c'était une petite étude, des prémices, mais voilà, pour se dire finalement, parmi les personnes à la rue à Dijon, de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Et il y a eu cet effort-là d'observation sociale qualitative qui a été faite. Et je pense que dans le cadre des territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, les SIAO 115, ils auraient une grande place à jouer dans la dynamique d'observatoire, quoi. Donc oui, c'est super important d'associer les personnes concernées à l'observation sociale pour avoir un complément qualitatif et vraiment capitaliser sur cette expertise du vécu qu'ils ont, la valoriser, la reconnaître parce qu'elle apporte des choses que les acteurs professionnels, ils n'ont pas. Ça, c'est certain.
Au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité, on a un groupe de travail participation et on a sollicité les personnes dans différentes réunions et on les avait notamment sollicitées par rapport au message d'information à destination des personnes qui contactent le 115 pour voir si pour elles ce message était compréhensible. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas encore associés à l'observation sociale et il faudrait le faire. Donc, c'est un nouveau challenge à relever pour les associés. Voilà, merci Valérie pour l'animation et pour l'intervention. Merci Marine, merci Christelle. Un grand merci à vous toutes et vous tous pour votre participation à cet atelier qui a permis de balayer l'observation sociale dans son ensemble. Concernant la Semaine nationale des SIAO, elle se poursuit demain toute la journée jusqu'à vendredi matin avec une table ronde animée par Isabelle Ray, qui est journaliste au Monde, et la clôture par Pascal Brice, qui est président de la FAS, et Emmanuel Vargon, ministre chargé du logement et de la santé et de la solidarité. Une très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde.